Day. C'est parti pour la deuxième conférence et on a cette fois le grand plaisir d'accueillir Melville. Hello Melville. Bonsoir. Melville, tu es déjà venu à JDR Day il y a de ça 2 ans, 2 ou 3 ans je crois. Donc on est de nouveau super content de 3 ans. t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter pour nos spectateurs? Oui, avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Melville, je fais des jeux de rôle depuis quelque temps. Alors Morgane a dit tout à l'heure qu'elle avait participé à Ludologie et j'ai le plaisir d'avoir cofondé Ludologie. Morgane a dit tout à l'heure qu'elle avait animé une, conférence au Stunfest. J'ai le plaisir d'avoir co-organisé, plusieurs éditions du cycle de conférences, autour, du jeu vidéo et du jeu en général au Festival des cultures vidéoludiques de Rennes en Bretagne en France, le Stunfest. J'aime bien faire plein de trucs, je m'intéresse à l'objet ludique en tant qu'objet culturel et social. Et puis j'écris des jeux, un peu de jeux vidéo, un tout petit peu de jeux de société, puis surtout du jeu de rôle. J'ai commencé avec Sur les frontières, j'ai fait Summer Camp. J'ai sorti Bois dormant cette année, aux éditions Dystopia et mon tout dernier et le quatrième jeu d'une série qui s'appelle Des couleurs de l'amitié, une série de 4 jeux que j'ai commencé à publier l'été dernier et le dernier qui vient de sortir s'appelle Les Bourgeons. Voilà. Super. Eh ben merci beaucoup pour cette petite présentation. Et puis on se réjouit de Avec t'entendre nous plaisir. parler pour nous dire qu'on n'a pas besoin de scénar, ça tombe bien, j'aime pas ça. Voilà, je te laisse la parole. Avec grand plaisir. Alors, 2 petites alertes, enfin, c'est pas des alertes, mais, 2 petits warnings pour prévenir quand même. Je dis alerte en anglais, ça n'a aucun sens. 2 petits préalables pour prévenir. Le premier, cette conférence, c'est un état de l'art. C'est-à-dire que j'ai fouillé à droite à gauche, partout des outils qui me paraissaient pertinents, dans un objet bien particulier sur lequel je vais revenir. Il y a un outil que j'ai rajouté dedans, que j'ai créé, mais qui ne me semblait pas exister. Sinon, la plupart, c'est des choses existantes. Vous attendez pas, si vous êtes déjà extrêmement érudit en jeu de rôle, ne vous attendez pas forcément à découvrir des choses. Et si vous me dites: «Oui, mais on l'a déjà vu quelque part», je vous dirais: «Ça tombe bien, c'est exactement le projet». Par contre, j'ai essayé de rassembler ces différents outils au même endroit parce qu'ils me semblaient potentiellement complémentaires, en tout cas se répondre et étant dans la même démarche. Ça, c'était le premier préalable. Le deuxième préalable, si vous avez des questions, posez-les directement pendant la conférence. Clément, que vous avez entendu juste avant moi, se fera un plaisir de les noter sur son petit carnet et il me les posera, en fin de conférence, il me les retransmettra. Comme ça évitera la panne d'inspiration au moment où on vous dit: «Hey, c'est à vous de poser des questions» et puis ça évitera aussi le petit lag de temps entre le moment où moi je vous dis des choses et le moment où les hamsters d'internet emmènent ça jusqu'à YouTube. Voilà pour les préalables. Maintenant, rentrons dans le dur du dur. Comme vous pouvez le voir sur cette magnifique photographie, les scénarios n'ont pas l'air d'enthousiasmer tout le monde. En tout cas, moi, je sais que j'ai joué pendant longtemps avec des scénarios, mais y compris du scénario écrit du commerce. Il y a des choses très intéressantes, évidemment. C'est pas nécessairement comment dire? À jeter, mais j'y ai constaté de façon récurrente quelque chose qui me manquait, à savoir, une vraie place pour les personnages. C'est-à-dire que, je vivais des aventures où mon personnage aurait été interchangeable avec un autre, puisque son simple objet dans l'aventure, c'était d'arriver, de ramasser les objets, de tuer les monstres et puis de courir un peu après l'intrigue. Il se trouve que quand on construit de la narration par ailleurs, c'est pas exactement comme ça que ça se passe et les motivations intérieures des personnages, elles ont du sens. En jeu de rôle, on joue souvent avec des groupes. Je passe les slides en même temps, comme ça vous voyez un peu. Melville, c'est moi, voilà, et vous voyez des dessins, des jeux que j'ai pu faire et j'ai oublié de mentionner que j'avais fait la plateforme Trop Long Palu aussi avec Côme Martin et Julien Poire, je me rends compte en voyant cette slide. Donc disais-je, j'ai beaucoup joué, avec, des scénarios et il y avait toujours ce truc qui manquait de: «Oui, mais quelle est ma place là-dedans?» Et comment je fais pour exister avec les autres? Parce que quand chaque joueuse fait son personnage de son côté, et bien, en fait, on se retrouve à faire un espèce de multiplayer bizarre où on traverse une carte pour ramasser des trucs. Mais on n'est pas liés ensemble. Quand on voit des personnages de cinéma, quand on voit des personnages de romans, il y a pas que l'intrigue qui vient les happer.
il y a aussi le fait que, bah, ils ont des motivations intérieures, ils ont des relations préexistantes avec les autres personnages principaux de l'intrigue et en jeu de rôle, quand on joue dans un groupe de joueuses, les autres personnages principaux de l'intrigue, par définition, ce sont les autres personnages joueuses. Donc il y avait des choses à imaginer là-dedans ou en tout cas, moi, j'étais frustré, en faisant des scénarios, heu, classiques, on va dire, et en ayant des constructions de groupes de personnages classiques surtout, de pas trouver ça, de pas trouver ce truc à jouer, à raconter avec les personnes qui étaient autour de la table, à part avec le meneur. Hem Donc voilà ce qui m'a amené un peu à dériver, à aller chercher dans d'autres jeux et puis à force de voir des outils, je me suis dit que ce serait intéressant de les regrouper. On va donc essayer de répondre aux problèmes qui sont listés ici, hein, les problèmes de comment ça se fait que dans les créations de groupe, on manque de liens entre les PJ, on manque de motivation à interagir, on manque parfois de solidarité, on a tous et toutes, je pense, le cas des PJ, d'autres PJ qui vous mettent des couteaux dans le dos ou de quelqu'un qui part dans son coin parce que, bah, il en a rien à faire de l'intrigue qu'on lui propose. Hem, voilà, toutes ces questions-là, elles peuvent se travailler un peu différemment. Pour ça, bah, moi, il me semble qu'une des réponses fondamentales, c'est de créer des relations au sein du groupe. On peut créer plein de types de relations. J'en ai listé juste quelques-unes ici, mais il y en a évidemment des tonnes à inventer. Ces relations, on peut noter plusieurs choses. Elles n'ont pas besoin d'être, sur une base d'égalité. On peut avoir une relation maître-élève. Elles peuvent être conflictuelles, sans forcément que ce soit, la catastrophe systématiquement. Hem, elles peuvent porter en elles des secrets, elles peuvent porter en elles, des thématiques qui vont infuser toute une campagne. Elles peuvent être très enchâssées dans l'univers dans lequel on joue ou au contraire être vraiment très, très propres au personnage. En tout cas, ce qui est intéressant dans une relation, c'est pas juste de dire: «Moi, je suis le maître et toi, tu es l'élève», parce que c'est très, très statique. On a moyen de faire mieux, on est capable de faire mieux. Moi, pour ça, j'utilise un outil et enfin, j'ai bricolé un outil, que voilà, j'utilise 3 éléments. Quand je crée une relation ou quand je propose à une autre joueuse dans mon groupe de créer une relation entre nos 2 personnages, j'essaye d'aller, sur ces 3 axes: contexte, nature, dynamique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Contexte, c'est le cadre de la relation. Est-ce que, c'est une relation, de travail? Est-ce que c'est une relation, qui, s'est forgée dans l'histoire de l'univers dans lequel on se développe? Est-ce que c'est une relation, comment dire? Une relation sentimentale. La nature, c'est est-ce que c'est une relation conflictuelle? Est-ce que c'est une relation horizontale, hiérarchique? Hem, qu'est-ce que voilà, quelle forme ça prend? Comment les personnages le vivent intérieurement? Et puis la dynamique, c'est vers où ça va? Alors là, ça a l'air un peu abstrait, mais on peut prendre ce que j'avais un peu plus tôt, vous allez voir, et puis on retrouve nos éléments. Donc, par exemple, un triangle, une relation amoureuse triangulaire qui va amener plutôt de la comédie, qui va pas être du grand drama. Ben, le contexte, c'est que c'est une relation amoureuse. La nature, c'est que c'est une relation triangulaire, donc par définition, elle fait interagir 3 personnages, hein. Et la dynamique va être plutôt comique, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que, hem, il va y avoir des malentendus, il va y avoir, du marivaudage et on va essayer d'en faire quelque chose d'un peu rigolo. En tout cas, on n'est pas là pour jouer des personnages qui, vivent ça comme, un truc douloureux, dans ce cas précis. Hem, une relation maître-élève, heu, difficile. Bah, c'est un contexte d'enseignement, une nature hiérarchique, donc une relation, verticale et c'est une dynamique conflictuelle. On va raconter des personnages qui sont pas d'accord entre un qui enseigne et l'autre qui reçoit l'enseignement. Hem, je reviens un petit peu, mais vous voyez, je vous l'avais montré là, voilà, une amitié qui se délite devant des révélations surprenantes. Eh bien, on y retourne. Amitié liée en fière dégradation. Donc là, on sait que c'est des gens qui ont de l'histoire, qui ont des dossiers les uns sur les autres depuis longtemps, qui ont peut-être grandi ensemble. C'est une relation amicale. C'est pas une relation amoureuse, c'est pas une relation d'enseignement, c'est pas une relation de travail. Et puis, elle se dégrade et on va raconter comment ces gens s'éloignent. Voilà, on peut le dissocier en petites briques, on peut dissocier, les relations qu'on écrit en petites briques, et je crois qu'une des briques importantes, c'est la brique de la dynamique. Souvent, on va avoir le contexte, on va avoir éventuellement la nature, mais on va peut-être manquer de la dynamique et la dynamique, elle donne vraiment l'intention de ce qu'on va faire dans la partie. Là où les 2 autres, elles présentent ce qui est déjà en place.
Donc voilà, ça c'est un premier outil général pour tout type de relation, quand on veut penser, écrire une relation. Ça sert dans plein de contextes. On va y arriver et on va utiliser pour ça un certain nombre d'outils. Heu, Moi j'aime bien les boîtes à outils de façon générale. J'aime bien l'idée qu'il n'y a pas il y a pas une solution unique qui résout tout, mais on peut aligner un certain nombre d'outils et s'en servir pour, raconter des histoires. J'en ai listé quelques-uns, l'enrôlement, les liens aléatoires, les dettes distribuées, les questions chargées, les cartes relationnelles. On va les passer en revue avec leurs propres avantages, inconvénients et éventuellement mise en garde quand il y a besoin. Hem et puis on va regarder comment tout ça fonctionne. Donc, on va commencer par, présenter un peu à chaque fois, je vais vous donner des exemples. Les exemples mettront en jeu, ce groupe de personnages, de 5 personnages joueuses, Gwen, Camille, Alex, Sacha, Charlie, qui n'ont d'autres caractéristiques en l'état actuel, des choses que le petit pion qui les représente. On peut imaginer que ça dit des choses, on y met bien ce qu'on veut derrière, mais vous allez voir qu'on a moyen de faire un groupe hyper riche avec des tas de choses à raconter sans avoir mis un seul don, une seule caraque, heu, enfin voilà, en étant juste sur le comment ça se positionne relationnellement les uns par rapport aux autres. On va commencer par l'enrôlement. L'enrôlement, c'est le plus classique. Les collègues de travail, les membres d'un même culte, c'est les Men in Black, c'est, les cops dans Cops, c'est vraiment les personnages qui, travaillent pour la même faction. Donc on va avoir les vampires qui bossent pour le prince, on va avoir, dans Prophétie ça s'appelle l'Étoile si je dis pas de bêtises, la famille dans Ambre, même si ça peut être un petit peu compliqué dans Ambre, mais en tout cas, on a ce même truc avec un chef, parfois, ou en tout cas quelque chose qui réunit, mais c'est toujours un facteur extérieur. C'est ça le propre de l'enrôlement. C'est pas des personnages qu'on dit: «On va bosser ensemble», c'est des situations qui ont fait que des étrangers se retrouvent à travailler ensemble. C'est pour ça que je dis que c'est le plus classique, c'est ce qu'on utilise, c'est très très facile à mettre en œuvre et ça ne demande aucun travail de la part des joueuses. Euh, si on reprend l'exemple que je positionnais plus tôt, ben, on peut décider que dans le jeu auquel on va jouer, Gwen, Camille, Alex, Sacha et Charlie sont tous au service de la Dame aux Ronces et vont jouer des scénarios ensuite où la Dame aux Ronces pourra éventuellement leur donner des missions, où ils pourront avoir des doutes. Enfin, il y a déjà des choses à raconter hein, avec ça, en dehors des intrigues même. Mais en tout cas, voilà, ça tournera autour de cette problématique-là. Alors, c'est intéressant, mais c'est pas optimum et ça pose un certain nombre de limites, comme outil. D'abord parce que c'est souvent, imposé par le meneur ou le jeu, c'est un côté un peu Deus ex machina, qui sort de nulle part. On a fait des personnages et puis bon, bah, ça y est, on doit tous travailler pour le même PNJ et hem et même si on n'a pas très envie et pour autant ça crée pas spécialement du lien entre les personnages eux-mêmes, au-delà du fait que, bah, c'est des sortes de collègues de travail si on veut, quoi. Hem, Ça peut produire aussi un effet qui est pas nécessairement souhaitable, c'est, l'emprise d'un PNJ sur le groupe, qui peut être frustrant pour des joueuses qui ont l'impression que c'est un peu le PNJ chouchou du meneur et qu'il faut un peu enfin voilà, qui va pouvoir, résoudre des soucis que les personnages peuvent pas. Hem Et puis c'est vraiment souvent du jeu à mission. C'est-à-dire qu'on travaille au sein d'un groupe, on a une instance extérieure qui est plus haut placée que nous dans la faction en question qui nous dit: «Il faut aller faire ci, il faut aller faire ça, on va faire ci, on va faire ça» et puis voilà et éventuellement après on découvre des trucs. Hem, c'est enfin je c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est le Johnson dans Shadowrun, c'est-à-dire, on a un commanditaire quoi. Bon, moi je trouve que c'est un peu léger pour faire groupe, pour faire histoire au sein du groupe, mais c'est déjà un premier outil. Si on va avancer un petit peu plus, on peut aller sur les liens aléatoires. Moi, j'ai une grande passion pour les tables aléatoires. Si vous connaissez un petit peu mes jeux et notamment mes premiers jeux, je pense, par exemple à Sur les frontières, vous ne serez pas étonné de ça. Donc on peut utiliser, des tables aléatoires. Alors les tables aléatoires en jeu de rôle, on les utilise beaucoup pour les rencontres aléatoires depuis très, très longtemps, mais on peut s'en servir pour créer du lien entre les personnages et pour que ce ne soit pas toujours les mêmes liens. Donc on peut faire plein de tables, et dans lesquels en plus on peut faire des aléas, totaux, c'est-à-dire on tire n'importe où sur la table ou des aléas tempérés. Dire par exemple: «Moi je veux une relation qui soit, dans un contexte militaire avec tel personnage». Bon,
tire dans la table relation dans un contexte militaire et on va avoir des propositions qui sont cohérentes thématiquement. Si on est dans un Medfan et qu'on joue un guerrier, bah, par exemple, ça peut avoir du sens. Et ensuite, on peut prévoir des sous-catégories ou des tables combinées. Une table qui dit, par exemple, quel type de relation je vais tirer, si elle est militaire, si elle est familiale, si elle est, je sais pas, magique. Et ensuite, une sous-table pour chacun de ces éléments. Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent assez bien fonctionner, ou des tables à plusieurs entrées pour avoir des relations un peu plus élaborées. Euh, voilà, alors ça, c'est un truc qu'on peut faire et il y a plusieurs possibilités. On peut faire les personnages puis déterminer leurs relations. Dans les exemples de jeux que je cite, c'est ce qu'on trouve par exemple dans Tranchons et Tracons. Dans Tranchons et Tracons, qui est un jeu français de Kobayashi qui est gratuit en PDF et sinon disponible en impression à la demande, que je ne saurais trop vous recommander si vous aimez un tout petit peu le médiéval fantastique. C'est classique et en même temps très inventif. Et dans Tranchons et Tracons, une fois qu'on a fait tous les personnages, c'est des personnages avec des peuples et des métiers, enfin, et des occupations, donc c'est vraiment race et classe, on est dans un format très classique. Mais une fois qu'on a fait tous les personnages, on tire aléatoirement, chaque personnage tire aléatoirement sur une table comment il a connu le personnage de la joueuse qui se trouve à sa droite à la même table de jeu. Et ça peut être que ces personnages sont d'anciens amants, ont eu des enfants ensemble, euh, qu'ils ont commis un meurtre ensemble, qu'ils ont participé à une guerre. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et tout de suite, on a un groupe de personnages où les gens se connaissent un petit peu. En tout cas, ils connaissent leurs voisins. À défaut de, si le groupe est un peu nombreux, on n'a pas préalablement connaissance de tout le monde dans le groupe, mais on a déjà du lien avec nos voisins. Alors, c'est pas très décrit. Ça laisse de la place à l'imagination pour les joueuses, mais en tout cas, ça donne un petit starter, un petit coup pour démarrer en disant ok, je connais les autres autour de moi et on a une histoire ensemble. L'inverse, c'est qu'on peut créer les relations d'abord et ensuite créer les personnages. Fiasco fait ça très bien. Fiasco, c'est un jeu sans meneur de Jason Morningstar, qu'on a à sa deuxième édition. La première fonctionnait sur des tables aléatoires, la deuxième sur des paquets de cartes, mais concrètement, c'est un petit peu la même chose. L'objet est différent, mais le mécanisme est quand même très très proche. Et donc dans Fiasco, on commence par déterminer les relations qu'on a avec nos voisines de table, et à partir de là, on va extrapoler nos personnages. Je sais que le personne qui est à ma gauche est quelqu'un avec qui on a organisé un casse ensemble, et peut-être même je sais que je l'ai trahi au cours de ce casse. Voilà. Et ensuite, je vais déterminer mon personnage, mais en tout cas, la relation avec l'autre, elle est mécaniquement centrale, puisque c'est la première chose qu'on sait sur son personnage. Quelles sont ses relations avec les personnages des voisines de table. Exemple de tableau, comme je vous le citais, donc là, on a un tableau avec une entrée qui se fait au D6 sur les verticales, et sur les horizontales, des thématiques. Donc, on peut choisir une thématique. Par exemple, je dis, moi, je veux une relation de cambriole avec mon voisin de gauche. Eh bien, je tire sur le dé, je fais un 4 et on tente de s'attirer les faveurs de la même guilde. Donc peut-être on se tire la bourre pour rentrer dans la guilde des voleurs, et que pour ça, on essaye de voler un plus gros trésor que notre voisine, ce qui va tout de suite induire des dynamiques spécifiques à la table, dans le rapport au trésor, dans le rapport à la guilde, et puis ça fait apparaître une guilde des voleurs là où on n'avait pas nécessairement préalablement pensé. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut développer. Pardon. Et puis le meneur peut préparer des tables qui vont proposer des résultats qui résonnent avec ce qu'il a envie de mettre dans sa campagne. Donc on peut un peu les faire sur mesure. Imaginons qu'on a un rapport magique et qu'on a tiré deux, on a été élevé par le même dragon. Bah, si le meneur il avait un dragon qu'il avait très envie de mettre dans sa campagne, c'est intéressant de mettre celui-ci, parce que ça amplifie tout de suite les enjeux pour les personnages. Je vais revenir sur cet élément-là un peu plus tard. Donc je reprends mon exemple précédent. On a nos 5 personnages qui sont au service de la Dame aux ronces. Maintenant, on rajoute des liens entre eux. On dit que Gwen a sauvé la vie d'Alex et qu'Alex lui a juré fidélité. On sait qu'Alex et Sacha ont combattu au cours de la même bataille. On sait que Sacha et Charlie ont lié leur essence devant une divinité. On sait que Charlie et Camille sont jumeaux. Et enfin, que Camille et Gwen partagent deux moitiés d'une carte au trésor. Vous imaginez bien que déjà là, on commence à avoir un petit paquet d'histoires à raconter. Parce qu'à un moment ou à un autre, la fidélité d'Alex à l'égard de Gwen, elle va être mise à l'épreuve. À un moment ou à un autre,
Sacha ou Charlie va être très en danger et ça va avoir des conséquences délétères pour l'autre. À un moment, peut-être Charlie et Camille auront intérêt à se faire passer l'un ou l'une pour l'autre au cours de la campagne, au cours d'un scénario, enfin tout de suite, on a des tas de choses à raconter. Je vous rappelle qu'on a toujours 0 caractéristique, 0 don, 0 capacité spéciale. Là, on peut être dans n'importe quel système de jeu, hein. Mais on a déjà un paquet d'histoires à raconter. Moi, si je suis meneuse et qu'on me donne ça, bah, je peux facilement écrire des aventures et j'écris des aventures sur mesure pour mes joueuses et bah, j'ai déjà le matos, quoi. Voilà, et ça, c'est avec une simple petite table aléatoire. Tous les éléments qui sont présents là sont des éléments qui étaient dans la table en exemple que je vous ai montré juste avant. Alors, il y a deux-trois petits trucs à vérifier, toujours. En premier lieu, c'est le consentement. Si je tire sur la table, que, nous avons lié notre essence, vitale devant la même divinité, je vais quand même checker avec la joueuse avec qui j'ai tiré le lien, si elle est OK pour que ce soit ça. Une table aléatoire, l'avantage, c'est que c'est facile de retirer un nouveau résultat si le premier ne nous plaît pas. Donc faut bien penser à ça. Le deuxième truc, c'est d'éviter les sous-groupes. Là, vous l'avez vu dans l'exemple, on a une rotation complète avec 5 personnages, mais vous imaginez bien que en fonction de vers qui on oriente le tirage qu'on fait, on pourrait avoir un sous-groupe de 3, un sous-groupe de 2, ce qui peut provoquer facilement des schismes dans un groupe de PJ, ça peut être un petit peu dommage. Il y a des dynamiques de pouvoir aussi qui se posent, comme je montrais dans l'exemple. Alex a juré fidélité à Gwen. Bah, Alex a juré fidélité à Gwen, ça peut, enfin, faut être sûr que tout le monde est OK pour le jouer parce que en soi, c'est une dynamique de pouvoir. Il y en a un qui va se sentir obligé, enfin, ouais, un des personnages qui va se sentir obligé d'accéder aux demandes de l'autre, ce qui est pas forcément évident. Et de façon générale, une bonne pratique, c'est de vérifier entre 2 parties si ces dynamiques interpersonnelles, elles posent problème ou pas. Voilà. Alors, je le dis pour cet outil-là, mais évidemment, ça s'utilise pour tous les outils. C'est-à-dire que là, on est, dans des éléments qui relèvent, j'ai envie de dire de bon sens, mais c'est pas parce que ça va sans dire que ça va pas mieux en le disant, hein. Donc c'est judicieux quand même de faire un petit check-up régulièrement sur toutes ces choses-là, pour s'assurer que toutes les joueuses, en profitent pleinement, parce que c'est des outils qui sont censés améliorer l'expérience de jeu, pas la détériorer. Donc si ça commence à la détériorer, eh ben, il faut voir comment réajuster les tirages, comment réajuster ce que ça induit dans les parties. On est quand même là plutôt pour passer un bon moment. Troisième outil, on va à une vitesse folle, vous allez avoir un tas de questions à poser là. Enfin, vous allez avoir un tas de temps pour poser des questions. Les dettes distribuées. Alors, Morgane a tout à l'heure parlé de son amour pour Apocalypse World au niveau des descriptions, mais dans Apocalypse World, il n'y a pas que les descriptions. Il y a un truc que moi j'ai trouvé hyper chouette quand j'ai découvert ce jeu, et puis une bonne partie des jeux propulsés par l'Apocalypse qui ont suivi, c'est les dettes distribuées. Alors ça sert à créer des liens. La différence, c'est que plutôt que de les tirer aléatoirement et de choisir ses voisines, là, ça va avoir des incidences mécaniques en jeu. Comment ça marche? Chaque personnage dispose de relations rédigées sur sa fiche, qu'on va appeler des dettes, heu, qui portent déjà une histoire en elles. On va attribuer ces dettes à d'autres personnages. On va dire à la joueuse de gauche: «Écoute, moi parmi ces relations, celle-ci, je l'ai avec toi». Et selon les mécaniques de jeu, c'est très, très vrai dans les jeux Apocalypse World, les dettes, elles vont être accompagnées d'un modificateur chiffré. C'est quelque chose qu'on trouve dans les jeux, Cold City et Hot War où on joue dans les 2 cas des sortes d'agents secrets et il y a des enjeux de confiance. Hem, et ben, le principe, c'est que si j'ai confiance en quelqu'un, hem, j'ai un bonus pour réussir mes actions quand il m'aide et il a le même bonus pour réussir ses actions s'il me trahit. Alors c'est évidemment à double face, mais en tout cas, c'est intéressant et du coup, l'intensité d'une relation, elle a tout de suite un résultat mécanique au cours des parties. C'est pas juste du roleplay, c'est du gameplay. On va continuer avec notre exemple. Alors voilà ce que pourraient donner, les dettes des différents personnages. Elles ne sont pas encore distribuées, mais chacun des personnages, que vous connaissez désormais très bien, a des dettes potentielles. Je vais juste m'arrêter sur celle de Sacha, je ne vous les ferai pas toutes, hein, mais Sacha dit: «J'ai lié mon essence avec un autre personnage devant une divinité. J'ai surpris un personnage en train de hurler à la lune
il ne le sait pas et enfin j'ai des sentiments pour un personnage qui ne sont pas réciproques. Et Sacha peut dire: «Je vais distribuer telle dette à Gwen, telle dette à Camille, telle dette à Alex», à nouveau en vérifiant, que c'est OK pour les autres, avec d'éventuelles incidences mécaniques. Mais en tout cas, hem, contrairement aux tables aléatoires, là, on a tout de suite quelque chose qui va être plus thématique par rapport au personnage. C'est-à-dire que Sacha, avec son petit chapeau et sa petite baguette magique, ben, il va plutôt avoir des dettes d'ordre, surnaturel. Là où Charlie, avec son petit casque, son petit bouclier et sa petite épée, va avoir comme dette: «Lors de la guerre, j'ai combattu le peuple d'un personnage, je leur voue encore une sans bornes et ma mère m'a révélé sur son lit de mort qu'un personnage et moi étions jumeaux». Ben, on a des choses plus neutres, mais on a aussi des choses qui tournent plus autour de la thématique de la guerre, de la bataille. Donc cette fois-ci, vous voyez que les propositions relationnelles, elles se font dans les personnages. C'est très vrai dans les jeux, propulsés par l'apocalypse parce que les personnages ont des c'est une sorte de classe, on appelle ça des livrets et chaque livret a déjà un style, une ambiance, un caractère très fort. Du coup, c'est intéressant que les dettes, elles soient intégrées à ça parce qu'elles participent à l'image qu'on se fait du personnage, au type de caractère qu'il y a. Si c'est quelqu'un de très violent, ses dettes, elles vont tourner autour de la violence. Et maintenant, alors, vous allez voir, les 2 pages sont presque pas différentes, mais un petit peu quand même, puisque là, on a distribué les dettes. Donc on sait que, par exemple, Sacha a lié son essence avec Charlie dans une divinité, qu'il a surpris Gwen en train de hurler à la lune et que Gwen ne le sait pas, et qu'il a des sentiments pour Camille qui ne sont pas réciproques. Vous constaterez qu'incidemment, ça peut dire des choses intéressantes. Typiquement, on sait que Gwen désormais hurle à la lune. Si Gwen hurle à la lune, peut-être que Gwen est un loup-garou et peut-être la joueuse de Gwen découvre au moment où Sacha contracte la dette à son égard que son personnage, en réalité, a une malédiction qui l'a fait hurler à la lune ou est un loup-garou. Et ça permet tout de suite, en plus, d'enrichir le personnage de Gwen, pas seulement la relation. Et vous voyez, on le développe pour toutes les autres relations et d'un seul coup, on a un groupe de personnages qui est extrêmement interconnecté puisque, Alex a un lien avec Sacha, mais Sacha a un lien en plus avec Charlie, Gwen et Camille. Camille a un lien avec Gwen. Gwen a un lien par ailleurs avec Alex et Sacha. Enfin bref, on commence à rentrer dans, un truc quand même vaste avec énormément d'histoires. À nouveau, on n'a toujours pas l'ébauche d'un scénario d'écrit, on n'a toujours pas de caractéristiques, on n'a toujours pas de dons et déjà, on a beaucoup d'histoires devant soi, puisqu'il y a un trésor des anciens, que dont Camille connaît l'emplacement, et que Camille a révélé à Gwen, mais du coup, il y a peut-être un trésor à aller chercher quelque part. Il y a une malédiction avec ces histoires de hurlements à la lune. Il y a, des, des dettes à proprement parler, des dettes d'honneur en tout cas entre Alex et Gwen, ou au contraire de potentielles rancunes quand Sacha découvrira que Gwen a volé son talisman familial, sauf si Gwen a une bonne raison. Enfin, on commence à rentrer dans un mode de jeu que certains et certaines connaissent peut-être déjà, qu'on appelle le drama, c'est-à-dire qu'il y a presque plus d'histoires racontées déjà au sein du groupe de personnages que avec l'univers qui les entoure. En tout cas, ils n'ont pas besoin d'une intrigue, ils n'ont déjà plus besoin d'une intrigue pour avoir des choses à se raconter et des choses à faire et éventuellement la capacité à se fixer des objectifs. Alors, les dettes, il faut quand même faire attention parce que des fois, on peut charger un peu la mule. Donc, quand vous créez, si vous avez, si vous faites un donjon et dragon, par exemple, vous savez que vous allez avoir un magicien, un voleur, un guerrier, vous avez 3 joueuses, vous voulez créer des dettes et bah, vous les écrivez parce que ça vous permet d'avoir quelque chose qui soit, hem cohérent avec votre univers de jeu et qui viennent tout de suite, résonner avec, des lieux que vous avez envie de placer dans vos aventures, des monstres, des personnages importants, des objets importants. En tout cas, pour que ce soit à peu près équilibré, moi ce que je conseille, c'est la liste que je vous ai mis là, à savoir potentiellement, 4 dettes, 3 ou 4 dettes potentielles avec, au choix de la joueuse d'en placer entre une et toutes, par exemple. En tout cas, il faut qu'il y en ait une qui soit valorisante pour un autre personnage. «Tu m'as sauvé la vie, et je me sens redevable de toi». Une dette valorisante pour soi,
Tu m'as révélé que j'étais l'héritier d'un royaume lointain, par exemple. C'est un peu des exemples tarte à la crème, hein, mais ça fonctionne. Une dette qui implique plus de 2 personnages, les dettes qui, vont impliquer les 2 personnages et ben, que ce soit un troisième personnage ou un lieu, un objet, une faction importante de l'univers, c'est aussi très intéressant parce que ça crée de l'accroche avec le contexte de jeu dans lequel vous proposez de faire jouer. Et puis une dette qui génère de conflits, moi je la recommande, parce qu'on a envie d'avoir des groupes de personnages qui fonctionnent bien ensemble, qui ont des bonnes raisons de fonctionner bien ensemble, mais en fait, heu, c'est intéressant d'avoir aussi des dettes qui peuvent générer des pas nécessairement des engueulades systématiques, mais des moments de tension à l'intérieur du groupe. Narrativement, c'est plus riche quand on sent que, hem, l'entente au sein du groupe ne va pas de soi et que finalement c'est un choix. Pour que ce soit un choix, les aventures, les parties, vont justifier ce choix. Les dettes, elles vont venir l'interroger et elles vont venir dire: «Oui, mais quand même, vous avez du bagage et vous avez choisi de travailler ensemble, ça se passe pas toujours bien et puis humainement, ça fonctionne bien» et petit bonus pour les meneurs de jeu, quand 2 PJ sont occupés à s'engueuler, vous n'avez pas besoin de beaucoup vous occuper d'eux et pendant ce temps-là, vous pouvez checker ou prendre des notes ou faire des trucs, enfin, en tout cas, préparer la suite de ce que vous voulez leur faire jouer plus tard si jamais vous manquez un peu de bonbons à ce moment-là. Donc ça a une vraie incidence pratique si vous le menez aussi. Il ne s'agit pas de semer la zizanie constamment, mais de temps en temps, il se trouve que c'est un outil en plus. Passons au quatrième outil, les questions chargées. Les questions chargées, je pense que c'est un de mes outils chouchous. Je l'aime énormément. Il n'est pas très éloigné des dettes, mais encore plus riche. Alors, il y a un jeu qui ne fonctionne quasiment que là-dessus, vous le connaissez peut-être, maintenant il est distribué en français par Brajlon Games. Ça s'appelle Pour la reine, For the Queen, c'est un jeu qui a été créé par Alex Roberts et que moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, je ne saurais trop vous le recommander. Et pour le coup, le jeu n'est constitué que de questions chargées. On retrouve d'autres exemples de jeux où elles existent, les questions, mais il y a quand même d'autres choses autour. Elles sont présentes dans Dragon Poche de Grumpf, un des premiers jeux sortis dans la collection Chibi, où quand on construit son personnage ensuite, ben, on va pouvoir poser des questions. La meneuse va pouvoir poser des questions aux joueuses et puis les joueuses vont pouvoir se poser des questions entre elles qui vont créer des relations. Et c'est vrai aussi dans Dream Rescue et puis, bah, les dérivés de Dream Rescue, par exemple, bah, moi qui est sorti il y a pas longtemps Bois dormant, bah, Bois dormant notamment inclut cet outil. Plutôt que d'avoir des dettes, on a des questions à poser aux autres et les réponses vont apporter des choses. Donc comment ça marche cette histoire? Chaque personnage dispose de questions rédigées sur sa fiche qui contiennent une prémisse. Donc un petit peu comme les dettes qu'on a vues plus tôt, plutôt que de dire: «Tu m'as sauvé un jour, et depuis tu te sens redevable à mon égard», c'est: «Tu m'as sauvé un jour alors que ton rôle aurait été plutôt, de me laisser dans mes problèmes, quelle raison t'y a poussé?» Voilà. Ou, «Tu as choisi de partir à l'aventure avec moi, heu qu'est-ce qu'on t'a dit quand on t'a mis en garde à mon égard?» Voilà. Ça, c'est des exemples de questions chargées, c'est-à-dire qu'il y a une prémisse et il y a une question. Donc on peut poser ces questions l'ensemble des questions ou seulement une ou 2 aux autres, et la personne qui répond, elle est libre de répondre à la partie question, mais en tout cas, si elle accepte la question, elle accepte la prémisse. Dans l'exemple que je prenais, «Tu es parti à l'aventure avec moi, est-ce que qu'est-ce qu'on t'a dit pour te mettre en garde?» Bah, il y a même plusieurs prémisses. Il y a: «Tu es parti à l'aventure avec moi» et il y a: «Quelqu'un t'a mis en garde à mon égard». Donc quelqu'un qui me connaissait et qui avait des choses pas sympas à dire sur moi. Et puis après, par contre, bah, la joueuse à qui on pose la question, elle est libre de dire: «Voilà ce qu'on m'a dit à ton sujet. En l'occurrence, c'est toujours toi enfin, tu manges beaucoup et c'est toujours un peu compliqué sur la gestion des réserves». Voilà, un exemple parmi des tas d'autres. On peut avoir des choses très dramatiques ou des choses plus légères. Un des avantages, c'est que, contrairement aux dettes, bah, la réponse donnée par la joueuse à qui on pose la question, elle peut permettre de tempérer un peu le niveau de drama. Il y a des variantes avec les paquets de cartes et les questions préécrites où on peut se les passer et quelque part pour la reine est un peu sur ce fonctionnement-là. On retourne à notre petite bande. Cette fois-ci, on n'a plus des dettes, on a des questions.
Et comme vous pouvez le voir, je vais reprendre l'exemple de Sacha. Pourquoi cherches-tu à rompre notre pacte sacré? La prémisse, nous avons un pacte sacré, et tu cherches à le rompre. Et puis la réponse libre, c'est quelle est la raison qui pousse à ça? Deuxième exemple, quelle est la seule personne au courant de ta malédiction à part moi? La prémisse, tu as une malédiction et je suis au courant, mais la réponse, toi, tu es capable de dire qu'il y a une autre personne qui est au courant et tu sais qui c'est. Et tu peux dire qui c'est. Voilà, on peut en faire un certain nombre comme ça. Je vais prendre l'exemple de Camille. Qu'as-tu dû sacrifier pour entrer dans l'ordre secret des gardiens du trésor ancien? Pourquoi le caches-tu? Alors là, il y a des prémices dans tous les sens, hein. Tu es dans l'ordre secret des gardiens du trésor des anciens. Tu as dû sacrifier quelque chose et tu caches ce que tu as dû sacrifier. Mais par contre, tu peux décider ce que tu as sacrifié et pourquoi tu le caches. Ça laisse quand même de la liberté. À nouveau, tout ça ne fonctionne encore, hein, je le reprends, que comme, qu'avec les mises en garde, évoquées un peu plus tôt, à savoir, que la personne est OK avec la question qu'on lui pose, et que derrière on fait gaffe aux rapports de pouvoir que ça peut mettre en place et d'être bien sûr que quand on joue des rapports de pouvoir, c'est entre les personnages, mais que ça ne vit pas des rapports de pouvoir entre les joueuses, puisqu'autour d'une table, a fortiori pour un jeu sans meneur, mais c'est vrai aussi pour un jeu avec meneur, autour d'une table, bah, il y a pas de chef, quoi. Enfin, autour des miennes en tout cas. Et une fois que hop là, bah non, là j'avais juste l'exemple avec les questions, j'avais pas les réponses. Donc voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La prémisse, idéalement une prémisse un peu délicate, en tout cas, moi je trouve que c'est plus riche quand c'est une prémisse un petit peu délicate qu'on met dans la question, qui va, venir, emmener le personnage de la personne à qui on pose la question à un endroit où elle avait pas prévu d'aller, qui va enrichir son personnage. C'est d'autant plus intéressant. Faire attention à la formulation de la question, donc c'est pas des questions où on va pouvoir répondre par oui ou par non. C'est des questions où la prémisse, elle est prise en compte, elle est admise et ensuite on développe sur, qu'est-ce qu'on admet. Donc c'est pas: «Est-ce que tu as volé le trésor des anciens avec moi?» c'est: «Tu as volé le trésor des anciens avec moi, quel indice as-tu oublié sur place?» Voilà, ça c'est ensuite on peut pas annuler le fait que le trésor des anciens a été volé. Il est possible, si, vous proposez ça en jeu, que des joueuses essayent de tourner leur réponse pour annuler la question. À ce moment-là, je pense que ça vaut le coup d'en discuter parce que si la joueuse essaye d'annuler la question, ça veut vraisemblablement dire qu'elle n'est pas à l'aise avec la question elle-même, avec la prémisse qui est dedans. Dans ce cas-là, vaut mieux en poser une autre, sinon, ben, ça apporte pas grand-chose. Or, l'intérêt de ces éléments-là, c'est que ça fait plein de petites graines d'histoire pour faire vos aventures derrière. Et donc des questions ouvertes, hein, évidemment, les questions où on répond par oui ou non, ben, c'est moins intéressant et puis ça laisse pas trop de place à l'autre joueuse pour, imaginer des trucs et être créative. Or là, c'est un outil de créativité collectif. Cinquième et dernier outil. Attention, là on commence à rentrer dans les grandes manœuvres, hein. Je vous préviens déjà avec les 4 précédents, vous avez quand même de quoi vous amuser. Maintenant, même en tant que meneur, ben, vous allez placer des éléments, mais on peut dire qu'on va donner beaucoup de marge de manœuvre aux joueuses pour construire de l'univers aussi, faire un peu de world building. Donc faut être un petit peu serein avec ça, mais ça ouvre des potentialités assez riches. Donc là, on garde un peu les dispositifs précédents, mais en plus, on rajoute sur chaque fiche de personnage une liste de PNJ et des types de liens. Ensuite, on prend une grande feuille de papier, on met les noms des personnages, on va mettre les noms des PNJ et on va distribuer les liens disponibles entre les personnages et les PNJ avec des flèches. Donc on commence à faire une carte relationnelle, c'est le nom de l'outil. Heu et Et là, je parle de cartes sur papier, mais vous pouvez utiliser parce que, bah, en ce moment, c'est difficile de se réunir pour dessiner sur du papier. Vous pouvez le faire avec des outils en ligne, ça marche très, très bien. Et puis il y a plein d'autres outils. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un élément où vous pouvez visualiser collectivement l'état général des relations entre les personnages, enfin des personnages entre eux, des personnages avec un certain nombre d'objets, avec un certain nombre de PNJ, avec un certain nombre de lieux, enfin voilà, vous allez voir, on peut vraiment enrichir ça. Il y a plusieurs exemples de jeux qui utilisent déjà ces outils-là. Bah, il y a Smallville déjà, qui est un jeu, qui, permet d'émuler des histoires inspirées de la série du même nom, soit la jeunesse de Superman. On retrouve
peu ou prou ça dans le jeu Monster Heart de Avery Alder, où là, on peut faire le plan de classe, puisque dans Monster Heart, on joue des adolescents monstrueux, dans une ambiance un peu à la Buffy Summers. Et bien, là, vous pouvez faire le plan de classe et déterminer les relations entre ceux qui sont devant, derrière dans la classe, les voisins, et bien évidemment, tous les élèves ne sont pas des PJ, mais ça permet déjà de raconter des choses avec les PNJ aussi. Vous connaissez l'exemple désormais par cœur. Donc, nous avons Sacha, Gwen, Charlie et Alex toujours, qui cette fois-ci ont des types de liens liés par un pacte sacré, soupçonnés de lycanthropie. Enfin, on retrouve un peu les mêmes liens qu'on avait tout à l'heure, mais cette fois-ci, ils sont formalisés de façon plus simple. Et puis en plus, on trouve un certain nombre de PNJ. Donc, Sacha n'a pas de PNJ, Gwen non plus, Camille a un PNJ, la Dame aux ronces, Charlie a deux PNJ, la déesse chat et mon père, et enfin, Alex a le 1001e spectre. Et on va mettre tout ça sur une carte. Et une fois qu'on a mis sur la carte, eh bien, on rajoute des flèches et on met des liens. Alors, ça a l'air d'être le bordel, mais en réalité, il y a déjà plein de choses qui se racontent. Parce que par exemple, on sait que Gwen est membre du culte de la Dame aux ronces. On sait que Camille et Charlie sont jumeaux. On sait que Sacha et Charlie sont liés par un pacte sacré. On sait que Sacha soupçonne Gwen de lycanthropie et que Gwen a volé un talisman à Sacha. Vous voyez, il y a déjà plein de choses et on a nos 5 PNJ, nos 5 PJ, pardon, 5 personnages joueuses centraux. Et puis autour, on a des PNJ et avec les PNJ, la DHA, le père de Charlie, le Millennium Spectre et la Dame aux ronces, on crée des liens supplémentaires. On sait que Charlie est protecteur secret du Millennium Spectre. On sait que Alex a été invoqué par le père de Charlie. En plus, vous pouvez avoir des PNJ qui ont, par définition, des liens avec des PJ, parce que le père de Charlie, bah, par définition, c'est son père, quoi, donc il a un lien. Et tout de suite, vous voyez bien que là, il y a quand même des prémices d'aventure dans tous les sens. Puisque si Camille a été témoin de l'assassinat de la déesse Chat, ça veut dire qu'il y a une déesse qui a été assassinée. C'est pas à rien du tout. Et Camille, il sait des trucs, donc il a des raisons d'emmener les autres, d'autant plus qu'il partage un secret avec Gwen, et que, bon, peut-être, il y a des coups à jouer avec Charlie, parce que peut-être s'il a été témoin, il y a des gens qui savent qu'il est témoin, qui veulent le faire taire, donc peut-être il a intérêt à se faire passer pour Charlie, qui sait quand même mieux se battre que lui, et qui s'en sortira beaucoup mieux. Sauf que Charlie, il est lié par un pacte sacré avec Sacha. Du coup, si Charlie il est blessé, ça risque de poser des problèmes à Sacha. Et patati et patata, voilà. Vous avez déjà 3 scénarios et ça nous a pris environ 5 minutes. On peut enrichir ça, la carte, si on s'amuse à rajouter, donc en plus des PNJ que je vous ai déjà donnés, des lieux, des objets, des organisations, des événements. Et puis après, pour s'y retrouver, parce qu'il va y avoir beaucoup d'éléments sur cette carte au bout d'un moment, vous pouvez utiliser des couleurs, des symboles. On peut créer des liens non réciproques, c'est-à-dire il y a un personnage qui est au courant du lien, mais pas l'autre. Euh, et de même pour les personnages, vraiment, il y a ce tri à faire. Des liens non réciproques, ça peut être aussi des liens amicaux ou amoureux qui sont ressentis plus d'un côté que de l'autre, ce qui est toujours une matière à raconter encore des choses après. Et puis, on peut aussi, une fois qu'on a posé tous les liens, poser la question aux autres joueuses de: «Et toi, t'en penses quoi de ça? T'en penses quoi, toi qui es au courant du fait qu'on a un pacte sacré ensemble?» On a d'autant plus des choses à raconter au sein du groupe. Typiquement, la carte enrichie, eh bien, on rajoute ces éléments-là, donc le temple de Desha, le trésor des anciens, le champ de bataille. Je vous ai mis une petite légende, là, on commence à mettre des couleurs, parce que sinon, vous allez voir, c'est compliqué. Mais du coup, on retrouve comme ça un certain nombre d'éléments qui nourrissent la proposition. Donc des lieux en rouge, des objets en jaune, des événements en vert, des PNJ en bleu et puis des factions là, que j'ai mis en violet. Et là, je ne les ai pas tous placés sur la carte. Mais imaginez bien que si je plaçais toute la liste d'avant, on aurait une carte déjà très riche. Là, j'ai repris celle de la précédente et je rajoute le fait que Gwen a un lien avec l'impératrice des voleurs, que les ennemis de guerre, c'est lié au champ de bataille. Et encore, je ne me suis pas étendu sur je rajoute des typologies de liens entre les personnages et les autres PNJ tiers, entre les personnages et les, et les objets. Mais par exemple, Gwen et Camille, le secret qu'ils partagent, c'est la localisation du trésor des anciens, donc on met le trésor des anciens. Mais on pourrait parfaitement imaginer que le père de Charlie est le gardien du trésor des anciens. D'un seul coup, on commence à avoir
des choses quand même riches qui peuvent proposer des rebondissements. Et pour peu que là-dedans, vous, en tant que meneur, vous aviez envie de proposer des aventures autour de DHA, autour du Trésor des Anciens et autour d'un talisman maudit, bah, vous avez placé vos éléments. Donc derrière, les joueuses, elles les ont mis, elles les ont pas forcément mis comme vous l'imaginiez initialement. En tout cas, c'est dedans. Et le moment où vous allez mentionner le talisman maudit, ben, Gwen, elle va commencer à avoir un petit air gêné et Sacha, elle va être là: «Oui, quoi? Le talisman maudit, c'est quoi cette histoire de talisman maudit? Il ressemble à quoi le talisman maudit?» Quand on va lui décrire, elle va se dire: «Mais c'est mon talisman, mais au fait, je l'ai plus, il est où?» Et Gwen, elle va se dire: «Comment ça, il était maudit?» et et tout de suite, vous avez des choses à faire avec ça, vous avez des vraies histoires à raconter. Voilà, et vous n'avez toujours pas de scénario, mais bon, derrière, ça viendra assez vite, en vous appuyant sur ces éléments-là. Voilà, parce que l'enjeu de tout ça, c'est quand même de raconter des histoires. Alors comment on fait pour raconter des histoires avec ces outils-là? En premier lieu, on va chercher les problèmes. Les problèmes, c'est de merveilleuses sources d'histoires. Donc vous regardez là où il peut y avoir des désaccords entre les différents PJ et puis des frictions avec, des PNJ, avec des factions, avec des lieux ou des objets qui posent problème. Ça, c'est des sources d'histoire. Vous allez chercher suivant le type d'outil que vous avez utilisé, quand il y a des objets, des lieux, des PNJ qui sont évoqués dans les liens, que ce soit dans les dettes distribuées, dans les questions chargées, ben, vous allez reprendre, vous faites la petite liste des éléments qui ont été mentionnés, de qui les mentionne, quel lien il a avec, et puis bah, vous les placez pour préparer vos intrigues. Et si d'un seul coup il y a un dieu à placer, vous avez peut-être intérêt à placer la déesse chat parce que vous l'aviez mis dans les liens, et que bah, d'un seul coup, ça va évoquer quelque chose de très très fort au personnage qui a déjà un lien avec, et ça va rendre la joueuse curieuse d'aller explorer ça. Vous pouvez faire émerger des nouveaux liens ou de nouveaux problèmes en cours de partie. Si vous utilisez une carte relationnelle, elle n'a pas vocation à être statique. Il ne faut pas hésiter à la faire évoluer au fur et à mesure des parties. C'est là où c'est riche, c'est là où c'est intéressant, c'est là où on commence à s'amuser un petit peu. Faut pas hésiter aussi à demander, bah, aux joueuses, hein, ce qui les intéresse en fait. Donc, regardez, sur la table, si c'est une carte relationnelle ou dans vos relations. Bon, là, tu as choisi parmi les dettes distribuées, tu les as distribuées, mais L laquelle t'intéresse là maintenant? Qu'est-ce que tu auras envie d'explorer dans la partie d'après? Bah, ça, c'est toujours une bonne question. Et puis, bah, les joueuses, si vous leur posez ce genre de questions, elles ont pas forcément des tonnes de référentiels, donc elles vont pouvoir aller chercher dans leur fiche de personnage, éventuellement dans les parties précédentes que vous avez jouées, peut-être dans les fiches de personnages des autres, si jamais ça a un peu discuté sur qui a quel lien avec quelque chose. Mais en tout cas, c'est là où vous pouvez chercher des choses qui les intéressent, et vous aurez toujours des joueuses plus enthousiastes si vous leur proposez des choses, qui résonnent avec ce qui les intéresse, et vous ne saurez jamais mieux ce qui intéresse les gens qu'en leur posant la question. Voilà. Bon, enfin, j'ai l'impression. Peut-être que je dis une bêtise, mais moi ça marche pour moi, voilà. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, quand je disais que vous pouviez profiter des engueulades, de personnages qui ont des frictions entre eux pour préparer la suite de l'aventure, de façon générale, bah, les joueuses qui ont du lien, en fait, elles ont déjà plein de trucs à explorer, plein de trucs à faire. Donc vous pouvez aussi leur laisser de la place pour, faire vivre leurs liens, pour les faire évoluer, pour que le triangle amoureux, il cabotine un petit peu, et qu'il y ait des histoires de: «Oui, mais qui va dormir où et qui a été se coucher en dernier?» Et c'est important de leur laisser cette place-là aussi. En tout cas, c'est enrichissant, hem et là, pour le coup, en tant que meneur, vous pouvez vous asseoir et regarder les joueuses, faire le spectacle, mais et rajouter deux trois petits bouts de questions, d'intrigues de temps en temps, mais vous avez déjà le gros du boulot qui est fait, et potentiellement des joueuses qui s'amusent parce que, bah, elles jouent sur des éléments qu'elles ont amenés dans la partie. Donc voilà, là, il y a des trucs qui vous enrichissent. Et avec ça, globalement, on n'a plus besoin d'avoir des scénars préécrits. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'aventure du tout, ou qu'il y a rien à imaginer, à écrire, qu'il y a pas d'intrigue du tout à proposer. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un scénar préécrit, une campagne préécrite. Là, vous avez, la bible, le matériel, originel, toutes les graines d'histoire de potentielles campagnes et potentielles longues campagnes qui ont été placées par les joueuses et éventuellement par vous à la création des personnages, à la création d'un groupe de personnages qui va être cohérent, qui va avoir des choses à raconter ensemble, où on va avoir des retournements de situation, des évolutions, des liens qui commencent difficiles et puis qui vont se pacifier, des personnages qu'on n'aimait pas beaucoup au début et qui finalement vont se révéler être, des supers alliés, et vous avez déjà ça au sein
concerne votre groupe et c'est pour partie les joueuses qui l'ont amené, ce qui fait qu'elles sont déjà investies émotionnellement. Autant dire que quand il va s'agir d'aller dans les aventures, d'aller chercher à raconter, tout ce qu'il y a à raconter avec ça, bah, elles seront déjà, déjà en place. Elles auront déjà les infos et il n'y aura plus besoin de leur envoyer, le testament d'un oncle lointain décédé qui lègue un manoir un peu étrange, en Nouvelle-Angleterre. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Je crois que j'ai parlé un peu vite, mais j'espère que vous avez quand même réussi à tout entendre. J'espère que la connexion était correcte. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le chat. En tout cas, bah, voilà, je vous écoute et puis, bah, je prends vos questions. Allez-y, s'il y a des questions ou des remarques, hein. Top. Eh ben, merci beaucoup Merville déjà pour cette présentation hyper intéressante et pleine de contenu directement applicable. On a un certain nombre de questions du chat. Alors, je vais déjà commencer. On a une question une demande de précision sur les sous-groupes. Avec la question, Oui, les deux options pour pas avoir de sous-groupe, est-ce que tu peux oui. clarifier? Donc c'est soit tout le monde a des quêtes et des liens en commun, soit chacun a des quêtes et des liens différents? Alors, en fait, les sous-groupes, ça peut être si, on tire des liens avec, d'autres joueuses, quand on les distribue. Ça, c'est vrai pour pas mal d'outils. C'est-à-dire que, admettons que j'ai 3. Je vais essayer de me mettre face à la caméra. Donc admettons que j'ai cinq joueuses. La joueuse 1, crée un lien avec la joueuse 2, qui crée un lien avec la joueuse 3, qui crée un lien avec la joueuse 1. On a un groupe de 3 d'un côté et de l'autre côté, on va avoir la joueuse 4 qui crée un lien avec la joueuse 5 et la joueuse 5 qui crée un lien avec la joueuse 4. Ça veut dire qu'on a 2 entités d'un côté de 3 joueuses et de l'autre côté de 2 joueuses, et que ces entités n'ont pas de lien ensemble. Donc il y a un moment ou un autre où ça peut provoquer des scissions, ou en tout cas, il y a des chances que ce qui intéresse ce groupe-là, ou les éléments qui peuvent accrocher ce groupe-là, bah, ça parlera pas du tout à celui-ci, et inversement. Et vous risquez toujours d'avoir une, une des 2 parties de l'équipe qui sait pas trop ce qu'elle fout là, en fait, et c'est un peu dommage. Alors qu'effectivement, si on alors la solution classique, hein, c'est, tu poses la question à ta voisine de droite ou à ta voisine de gauche ou aux 2, et on a des liens par connexion comme ça. Ce qui fait qu'on est sûr d'avoir, toujours, un groupe où, il y a pas enfin, tout le monde est lié, globalement, quoi. Il y a pas de Ouais, schisme. donc c'est juste une question Je sais pas si d'éviter c'est les clair. configurations où il y a des cercles fermés en fait, qui n'incluent pas toutes les joueuses. Ouais, C'est top. ça, c'est tout à fait Merci. ça. Voilà, tu dis simplement et de façon très courte, ce que j'ai mis beaucoup de temps à décrire de façon pas claire. Avec plaisir. On avait une autre question. Est-ce que tu as des outils à proposer pour que les liens qui sont créés en début de partie ne se perdent pas dans la partie et soient jamais exploités? Alors moi, ma recommandation dans ce cas précis, c'est de construire, systématiquement ce qu'on propose en termes d'aventure et d'intrigue à partir de ces liens. C'est-à-dire en fait, faut y retourner pour pas les oublier, et je pense que, heu en tant que meneur, quand on va vouloir écrire des bouts d'intrigue, des accroches de scénario, c'est là qu'il faut aller chercher pour avoir les accroches. Il faut reconnecter ça à éventuellement ce qui a été fait depuis, et ça vaut le coup, aussi pour les joueuses de refaire un check, mais peut-être en début de partie systématiquement, de refaire un tour de quels sont l'état des liens, quels étaient les liens initiaux, qu'est-ce qui a bougé, où on en est? Enfin, faire le point sur la question, quoi. OK. Eh ben, je crois que ça couvre, ça répond à la question. Hem, Tu as présenté pas mal d'outils. On avait une question du chat. Est-ce qu'on peut les trouver quelque part? Est-ce que tu t'es basé sur des sites, des livres, des références que tu aurais à fournir? Eh ben, je me suis basé sur des jeux. C'est des observations faites dans des jeux, hein. C'est pour ça que j'en cite un certain nombre dans la conf. Je pense que je vais essayer de mettre le PDF à dispo sur mon site, ou peut-être sur mon Itch. Je sais pas trop, je vais voir parce que bah, j'ai pas les droits sur les images, donc faut que je gère un peu ça. Mais en tout cas, les outils y seront. Après, à nouveau, hein, c'est des outils qui sont présents dans un certain nombre de jeux, donc faudra pas hésiter. Je sais pas, je crois que la Oui, oui, elle conférence, sera elle sera dispo sur dispo sur YouTube, YouTube donc après, ça fait au moins une source. donc faudra pas hésiter. Mais en tout cas,
Je crois pas qu'il y ait un ouvrage qui référence tout. Alors, je vous avoue que je suis à la bourre de mes lectures, donc je n'ai pas lu, La boîte à outils du meneur de jeu, sorti, chez Lapin Marteau, écrit par, Jérôme Larrey et Coralie David, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments dedans. Il y a peut-être des redondances, je ne saurais le dire. En tout cas, non, moi, c'est des observations qui viennent d'un certain nombre de jeux, donc donc non, je crois pas qu'il y ait un ouvrage qui référence ces éléments-là, aujourd'hui, à ma connaissance, Ça à part marche. peut-être la boîte à outils du meneur de jeu. Sinon en site, vous pouvez toujours aller voir sinon, Place to be Place to go, people to be, qui a une version française où il y a plein de traductions d'articles, de plein d'aides, enfin, des ressources holistiques, il y en a un paquet, quoi. Moi, là, j'ai fait une compilation sur un outil en particulier qui sert à créer des groupes de personnages que Je crois j'appellerais que du coup, riches. il manque un article qui parle exactement de ça, donc il va falloir l'écrire, quoi. On compte sur toi. Et ben, si quelqu'un veut le faire, je l'encourage de tous mes Ça vœux. marche. Voilà. Alors, je vérifie juste le chat. Hem, ah, ça, c'est une question intéressante. Comment tu vois la chose pour une campagne à long cours pour créer des rebondissements sans scénar sur la base de ces liens? Parce que tous ces liens sont générés en début de partie, donc ils sont directement utilisables, ils vont probablement être utilisés rapidement. Mais sur le long terme, sur une campagne qui dure un peu plus longtemps, Mmh. est-ce que tu as des ressources pour redonner un petit coup de fouet, disons après 6 mois de jeu? Hem, alors comme ça, au débeauté, je dirais pas tellement, mais en réalité, ça alors moi, je suis pas une spécialiste des campagnes, avec beaucoup, 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 beaucoup de parties. Hem, je fais plutôt des campagnes courtes en général. Néanmoins, les outils que j'ai là, et j'ai eu des témoignages concernant notamment la carte relationnelle. OK, c'est des trucs qu'on met en place en début de partie, mais comme je disais, la carte relationnelle, elle a vocation à évoluer. Quand on fait rentrer un nouveau PNJ, on place des choses. Quand on fait rentrer des nouveaux objets, des nouveaux lieux, on place des choses. Enfin, vraiment, on peut l'enrichir constamment d'une partie à l'autre. Ces outils-là, ils servent à démarrer. Il me paraît difficilement concevable, qu'au bout de 6 mois de jeu, ton groupe de personnages, il ait pas des liens interpersonnels, il ait pas déjà une histoire commune. En fait, souvent, ce qui manque, c'est à la création du groupe. Après, si c'est une campagne qu'on a jouée longtemps, bah, des histoires, ils en ont vécu ensemble, hein, ils ont vécu les parties. Voilà. Je Très sais pas si ça juste. aide beaucoup. Oui, oui, je pense que ça va aider. On a une dernière question. Quelqu'un qui a vu et entendu plusieurs fois des boîtes à idées dans la même veine et qui se demande: est-ce que les gens qui sont capables d'appliquer ces idées ne seraient pas déjà de toute façon parfaitement aptes à créer une histoire sympa faite maison? Et du coup, est-ce que c'est pas plutôt un problème technique Heu, du MJ, par exemple, en jeu, qui a de la peine à saisir la balle au bond, pendant la partie et d'exploiter le potentiel des joueurs? Bah, en fait, ces outils-là, l'avantage, c'est qu'ils sont écrits préalablement. C'est-à-dire qu'ensuite, on peut, on peut écrire avec. On peut aussi réutiliser, je pense, un certain nombre de scénarios de commerce et intervertir, des PNJ avec des choses qui ont été placées à la création du groupe, ou des objets ou des lieux ou des factions. Mais ça, c'est un peu le mode difficile même pour moi, tu vois? Mais je crois que par contre, comme tout a été écrit avant, ben, ce qu'on peut faire, c'est faire une session de création de groupe, de création des liens, éventuellement la carte relationnelle s'il y a besoin. Puis ensuite, bah, le meneur, il prend un peu de temps dans son coin, il peut écrire ses scénars et il va pouvoir utiliser ça pour faire jouer. Mais il ne s'agit pas nécessairement d'improvisation. Improviser, ça impliquerait qu'on n'a pas les outils préalablement. Là, les outils, on les a développés, enfin, en tout cas, les relations, elles sont établies à la création des personnages, donc elles sont déjà, en place et on peut déjà écrire des choses avec. Ça marche, merci, je crois qu'on voit bien l'intérêt. On va devoir s'arrêter là pour tenir le timing. Donc je te remercie encore une fois pour la conférence et pour les réponses aux questions et on se retrouve tout à l'heure pour, la discussion. Merci à vous.